À Monaco, certaines sociétés comptent bien participer à la révolution industrielle de l'intelligence artificielle. C'est le cas de la société de gestion de patrimoine Azzurra Partners, fondée en principauté et implantée à travers le monde. À sa tête en Europe, l'ancien monsieur numérique et attractivité du gouvernement princier, retourné dans le secteur privé. Ce diplômé d'Harvard, passé par Google et Amazon, enseigne désormais la finance à Sciences Po et à l'ESCP. Il a aussi acquis une solide expertise dans l'intelligence artificielle. Comment l'IA est-elle en train de changer l'économie et nos vies? Quels sont les risques et quelles sont les opportunités? Comment faut-il investir? Nous avons voulu partir à la rencontre du responsable Europe d'Azzurra Partners, Frédéric Genta. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann-Anthony. Alors, notre métier, en fait, chez Azzurra, c'est d'être un endroit où les grandes fortunes, notamment familiales, vont trouver un complément à leur family office dans les relations avec les banques, dans les investissements sur les marchés privés, publics, qui est comme eux. Ils sont internationaux, on est dans 9 pays, avec un actionnaire qui est les fonds souverains des Émirats. On connaît votre cursus académique, vous avez fait les meilleures écoles, etc. Vous êtes passé par le gouvernement. Maintenant que vous êtes dans le privé, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? J'ai envie de continuer d'aider Monaco. Je pense que Monaco est une place financière incroyable. Il y a quand même beaucoup de grands noms de la finance. Ce soit les grands noms des banques sont présents, Goldman Sachs est présent, UBS est présent. Et c'est aussi des résidents absolument incroyables qu'on essaie de servir ici. En fait, Monaco, dans un contexte encore une fois compliqué et grâce à sa stabilité, attire les leaders européens. Et nous, notre métier, c'est que ces leaders européens, sur le plan financier, soient bien et se développent depuis Monaco. Alors vous avez des investisseurs chez Azzurra Partners, des pays du Golfe, et vous travaillez beaucoup sur la question de l'intelligence artificielle. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de venir à votre rencontre et d'essayer d'avoir des clés de compréhension, parce que c'est deux, on va dire, domaines d'incertitude fortes, que ce soit les pays du Golfe actuellement et l'intelligence artificielle. Alors déjà, concrètement, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, l'IA, c'est quoi dans votre esprit ? C'est la première fois qu'une machine crée du contenu qui n'existait pas avant. Donc c'est la première fois qu'une machine est créative et capable de raisonnement propre, grâce à toutes les données qu'elle a reçues. Avant, une machine, c'était assez simple. On lui disait « fais ABC », elle faisait ABC. Aujourd'hui, une machine, on lui dit « j'ai réfléchi comme ça », elle dit « voilà comment je vois les choses, voilà ce que je peux faire, voilà par rapport au champ de contraintes ce que tu devrais faire ». Donc on change de stratosphère sur la machine. Est-ce que vous auriez un exemple d'application concrète de ce que permet de faire l'intelligence artificielle ? Prenons par exemple l'entreprise allemande Siemens, qui est un leader effectivement de l'industrie. Ils ont équipé toutes leurs industries d'intelligence artificielle et en fait, ils ont baissé de 30% les arrêts de production. Ils ont baissé drastiquement les coûts parce que la machine anticipait les casses. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle dit « voilà, telle machine, elle a tel âge, elle a tel outil il est usé comme ça, j'ai mis une sonde. Je pense qu'il y a 80% de chances que la machine casse. » Donc il faut remplacer la pièce. Je te conseille de remplacer la place, ça va être beaucoup plus cher. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, on est quand même dans un pays de sport à Monaco, ça s'applique aussi, par exemple, aux joueurs de football. Le joueur, on le voit courir, il court de certaine façon, on a vu ses tests, elle est comme ci, comme ça. Je te conseille de le remplacer parce que sinon il pourrait se blesser sous un quart d'heure, une probabilité de temps. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution industrielle ? Pour moi, c'est la plus grande révolution industrielle qui s'annonce. C'est la plus grande. Oui. On a eu l'électricité qui est arrivée au début du 19e siècle. Quelque part, qui a permis, on pensait, de remplacer les bougies. En fait, ça a remplacé beaucoup plus. La salle dans laquelle on est, les ordinateurs qu'on utilise, les scanners qu'on a à l'hôpital dépendent de cette révolution industrielle. Mais au début, on pensait à remplacer les bougies. C'est pareil lorsque le train arrive, fin du 18e. On va pouvoir enfin remplacer les chevaux. En fait, le train permet d'acheminer, il permet une révolution industrielle, il permet effectivement la machine à vapeur qui est utilisée pour toute l'industrie, mais on va remplacer les chevaux. Lorsque Internet arrive, on va pouvoir remplacer le courrier. Et c'est ça, Internet, on remplace le courrier.
je vous laisse voir la suite. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est pareil. On n'est qu'au tout début d'une révolution qui sera beaucoup plus forte parce qu'elle touche notre capacité créative et d'analyse, ce qu'aucune révolution industrielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle remplace quoi? Aujourd'hui, l'IA, elle remplace les tâches évidentes. Ouais. Le patron de Goldman Sachs disait faire dans la banque un pitch book, c'est-à-dire montrer les informations d'une entreprise. Ça se faisait en 4 semaines, ça se fait en 4 minutes. Aujourd'hui, ça remplace, par exemple, ça peut aider des élèves plus défavorisés qui n'ont pas les moyens d'avoir des tuteurs le soir à mieux apprendre. Aujourd'hui, ça remplace la première analyse de la radiologie, pas diagnostic final. Une machine qui a vu des dizaines de milliers de radios peut dire probabilistiquement cette radio, il y a un problème, celle-là, il n'y en a pas, notamment pour les pays qui n'en ont pas. Aujourd'hui, ça remplace même, et c'est déjà le cas, la capacité à trouver des molécules et des médicaments. Le prix Nobel en 2024 de chimie a été donné à un ingénieur de l'intelligence artificielle, car il a réussi à faire des choses qui auraient pris des milliers d'années à l'humanité pour les médicaments. Mais si je vous écoute, les révolutions industrielles précédentes ont remplacé des choses, des objets, des process, et là, l'intelligence artificielle remplace des hommes et des femmes. Elle remplace des profs, elle remplace des médecins, elle remplace des chercheurs. Elle remplace des tâches chez les gens. Des tâches. Elle remplace une partie du travail, on va dire classique, des tâches que l'on refait, des tâches administratives, peuvent être supprimées par l'IA pour se concentrer sur le rapport humain, sur la discussion, sur la compréhension, sur l'échange. Il y a eu besoin d'énormément d'infrastructures pour l'électricité, avec les réseaux, pour les trains avec le rail, pour Internet. Là, avec l'IA, vous, chez Azura, qu'est-ce que vous conseillez en termes d'investissement? L'IA est un écosystème total. Il y a des infrastructures, de l'électricité, de l'énergie. Il y a des infrastructures directes, les fameux data centers qu'on voit. Il y a des structures qui amènent la puissance. On parle beaucoup de NVIDIA, dont on dit beaucoup dans la presse, les puces notamment, cette capacité de ce qu'on appelle de compute. Il y a ensuite les grands modèles, Gemini, Google, OpenAI, Anthropic. Et ensuite, il y a les applications. Et enfin, il y a un dernier niveau qui sont comment ces entreprises classiques utilisent l'IA. Et en fait, le but qu'on travaille avec nos clients, c'est de se dire sur chacune de ces échelles de valeur, comment réussir à trouver les bonnes entreprises. On est sûr que cette chaîne de valeur va être gagnante. On est sûr que pas tout le monde va gagner. On est sûr qu'il va falloir trouver des choses dans l'énergie, trouver des choses dans le data center, trouver des choses dans les puces. Le métier de Frédéric Ginta, c'est d'identifier les meilleures opportunités d'investissement pour permettre à ses clients d'accompagner l'essor de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en est à quel stade en 2026 de l'intelligence artificielle? On en est encore au début. Ouais. On a passé le moment où on a compris que ce serait plus que la bougie qu'on changeait. Ouais. Et là, on voit le potentiel. Donc on voit que ça peut créer comme médicament, on voit ce que ça peut créer en recherche, on voit le potentiel, mais on est loin de l'avoir implémenté. Ce qui va faire qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas, c'est pas la technologie. La technologie, elle est là, elle marche, elle sait faire plein de choses. C'est comment on va l'adopter, comment on va être formé, comment on va réussir à travailler et comment les organisations vont créer des environnements pour que ça marche. C'est des réflexions humaines aujourd'hui, l'IA. On est, pour l'expérience humaine, sur des temps qui vont être dictés par la capacité des gens à accepter le changement, à se dire « Ok, si je repensais mon organisation de zéro, si je recréais une organisation, mon entreprise, comment est-ce que je la ferais avec l'IA ?» Sinon, il va se passer... Il faut avoir quoi comme attitude par rapport à l'IA? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Parce que par rapport au téléphone portable, il y a eu certains qui disaient « Oh là là, c'est un fil à la patte, moi je veux pas de téléphone portable. » La 5G, vous en connaissez quelque chose. Est-ce que vous préconisez une attitude de méfiance parce que ça va changer beaucoup de choses et qu'il faut avoir quand même beaucoup de précautions, ou au contraire, il faut l'embrasser, cette intelligence artificielle? Alors moi, je pense que déjà, toute attitude extrême, quand vous voyez des gens qui vous disent « je ne veux pas entendre parler » ou « je ne vis plus que pour ça », en général, il faut quitter la table. Vous avez affaire à des fous dans les deux sens. D'accord, ok. Donc ça, c'est assez évident. Okay. Ce qu'il faut se dire, c'est une réalité qui ne bougera pas et qui va s'accélérer. Donc qu'on l'aime pas, elle est là et elle est amenée à changer le monde. Après, changer le monde, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Un marteau, ça casse des vitres, ça construit des maisons.
Donc le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'elle est là, le sujet c'est Donc c'est un outil, c'est à nous de voir comment on l'utilise. C'est un outil extrêmement puissant et c'est à nous collectivement de voir comment on l'utilise. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et en fait, le vrai sujet, et donc moi, si vous me posez cette question, comment est-ce qu'il faut penser ça quand on est un chef d'entreprise, un décideur ou même juste une personne, c'est si je pense le monde avec l'IA, qu'est-ce que je dois éviter? Qu'est-ce que je ne dois vraiment pas faire qui peut être dangereux par rapport à ces données personnelles, etc. Qu'est-ce que je dois faire qui est positif et comment je m'organise? Si je recrée mon entreprise ce matin, je la ferai très différemment avec l'IA. Je ne prendrai pas les mêmes métiers, pas les mêmes compétences. Certaines choses seraient faites directement par l'IA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, on va se retrouver dans le cas concret. Quand vous dites pas les mêmes compétences, ça veut dire que l'IA, il y a des embauches que vous n'avez pas besoin de faire parce que l'IA fait très bien le travail? L'IA aide toutes les fonctions. C'est que demain, on ne va pas dire qu'il n'y aura pas de DRH, pas de comptable, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, je recruterai des gens qui savent travailler avec l'IA. Et pour les gens qui sont ici, je les formerai à l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif, le but, il n'y a aucune fonction qui va disparaître. On aura toujours besoin de directeurs financiers, de comptables, de professeurs, de ressources humaines. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être automatisées? La réponse est oui. Est-ce que la personne qui doit piloter ces tâches doit comprendre ce que peut faire l'IA pour l'entreprise et se focaliser sur autre chose qui crée plus de valeur? La réponse est oui. L'intelligence artificielle va créer plus de valeur. Avec l'automatisation, les précédentes révolutions industrielles ont remplacé des opérateurs manuels, les cols bleus. Cette fois, elle va remplacer des tâches des cols blancs. Prends la banque d'affaires, Ouais. on parle de finance. Ouais. Historiquement, quand vous étiez en banque d'affaires, vous faisiez une opération de fusion-acquisition, Ouais. vous deviez aller sur Excel, ça me rappelle ma jeunesse, c'est 20 ans. Donc les tableaux Excel. Tableau Excel. Vous avez fait ça? Ouais, quand j'étais tout junior à Londres. Et, ok, vous faisiez quoi? La banque demandait une valorisation entreprise. Ouais. Il fallait trouver plein de choses sur Internet, plein de données, lire des rapports, lire des comptes de résultats, trouver une information qui manquait, appeler des gens, rentrer sur Excel avec des formules, combien on pensait que l'entreprise allait gagner d'argent. Vous alliez récupérer de l'info, vous mettiez tout dans des tableaux Excel. Et ensuite, Et il fallait des petites mains intelligentes, en des gros. petites mains intelligentes et qui aimaient se coucher tard. Ok. et qui avaient envie d'apprendre. Et ensuite, je mettais tout ça dans un PowerPoint, donc dans une présentation qui soit jolie, qui respecte le formatage, D'accord. qui respecte les couleurs de l'entreprise. Aujourd'hui, sur la partie automatisation, la machine peut en faire une partie. Ce dont on a besoin pour les gens qui commencent, moi je suis professeur à l'ESCP sur l'intelligence artificielle et la finance, c'est de gens qui comprennent l'industrie, qui vont pouvoir passer du temps à expliquer à un client pourquoi ça c'est intéressant, ça c'est intelligent, qui vont aussi avoir du réseau, qui vont aussi pouvoir parler à des experts, mais on n'a plus besoin ou de moins en moins besoin de ce sujet manuel. Mais ça n'empêche pas qu'il faut des gens qui vérifient, qu'il faut des gens qui comprennent. Et en fait, on va être beaucoup plus sur des gens qui vont maîtriser cet outil, qui vont permettre d'avoir des choses fiables et de les expliquer plutôt que faire. Et sincèrement, si c'est bien fait, je trouve que du temps de jeunes diplômés est peut-être mieux utilisé à réfléchir qu'à rentrer des chiffres. Et c'est vrai pour toutes les tâches. Aujourd'hui, le recrutement, on parle du recrutement, on parle de la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, une machine peut sélectionner, faire une première sélection des profils. Est-ce qu'une ressource humaine a vocation à lire 1000 CV pour voir que 980 ne correspondent pas? Je ne suis pas sûr. Tout à l'heure, vous avez fait la comparaison avec le marteau. Un marteau, il sert soit à construire une maison, Ouais. soit à tuer quelqu'un. Il peut servir aux deux. Oui. Mais jusqu'ici, il n'était pas question que le marteau puisse de lui-même s'actionner et venir soit lui-même décider de construire une maison, soit lui-même venir vous tuer. Or là, c'est ça le risque. C'est exactement le risque. C'est une réalité, c'est exactement le risque. C'est pour ça que quand je vous prends l'exemple des RH et des 1000 CV, il faut quelqu'un qui dise au marteau où s'arrêter. Si vous lui dites, par exemple, je veux des gens qui ressemblent, prenons des ingénieurs, aux gens qui sont déjà dans mon entreprise, qui ont tous fait la même école, qui sont tous des hommes, qui ont tous 32 ans. Le marteau va vous trouver que des gens comme ça, que des hommes de 32 ans qui ont fait la même école. Peut-être que le talent que vous recherchez, ce ne sont pas que des hommes de 32 ans qui ont fait l'école X ou Y.
Il faut, quelque part, dompter le marteau. La bêtise, c'est de ne pas dompter le marteau, de laisser le marteau faire ce qu'il veut, ou de jeter le marteau et construire avec ses mains. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est moins efficace. C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est de dompter le marteau. Et il faut que des gens qui vont avoir des responsabilités utilisent le marteau et le domptent. Sinon, soit l'entreprise sera pas rentable, soit elle ira en des directions très compliquées. Dans les deux cas, c'est un drame. On l'a compris, il va falloir dompter le marteau. Et dans tout monde qui change, des opportunités se créent, un contexte idéal pour une économie flexible comme celle de la principauté. Comment est-ce que Monaco peut tirer son épingle du jeu et profiter de cette émergence, de cette révolution de l'intelligence artificielle? En étant ce que nous sommes, on est petit, on est agile, on a une bonne réputation, on est stable. Et c'est ce que cherchent des gens qui veulent investir et travailler dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de gros espaces. Elle a besoin de stabilité, de pouvoir construire des choses sur le long terme avec des partenaires, notamment institutionnels, agiles. Ça, c'est bon pour nous. Et d'une bonne réputation. 700 ans qu'on est là, on a une marque qui est connue. Donc moi, je pense que Monaco, pour attirer non pas des mastodontes comme Google ou OpenAI, mais des entrepreneurs ou des investisseurs dans cette capacité, on a un très beau réseau télécom, on a un cloud souverain, on a des lois qui sont modernisées. Donc quelque part, on a un écosystème qui est favorable. Qu'est-ce qui va changer dans l'économie monégasque avec l'intelligence artificielle? Les métiers de la banque, de la finance et autres, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dans les effectifs? Qu'est-ce qui va changer? En tout cas, ce que je perçois, Ouais. c'est que l'intelligence artificielle va toucher vos métiers. Tous les métiers, notamment pour les cols blancs et les métiers intellectuels, les métiers de service. Ce qu'on fait très bien ici, les métiers qui sont aussi liés au tourisme, tous ces métiers-là. Et surtout, beaucoup de tâches dans ces métiers-là. Si vous souhaitez augmenter votre marge, ce que je pense que beaucoup de chefs d'entreprise souhaitent, si vous souhaitez vous préparer à être compétitif dans le monde d'aujourd'hui, il faut effectivement faire les recherches, trouver les talents qui peuvent soit former vos équipes, soit compléter vos équipes pour en bénéficier et trouver les solutions numériques aussi, les outils qui vont vous permettre de participer à cette grande révolution. Il y a vraiment Mais sur tous les métiers, ça peut être à la fois les boutiques de luxe, sur comment gérer le stock, les flux, la clientèle, comment attirer plus de gens. Une boutique de luxe, elle a des clients, elle a une base cliente où elle connaît plein de choses sur les achats passés, sur l'âge, sur la nationalité, etc. Lorsque la boutique de luxe reçoit un produit, un nouveau produit, la machine peut anticiper et dire « je pense que ça conviendra à telle liste de clients ». Lorsque la boutique de luxe a accès au flux du siège, il peut dire « attention, garde-moi ce produit, moi à Monaco j'ai des clients, par contre celui-là il m'intéresse moins ». Lorsque la boutique de luxe veut trouver des nouveaux clients, elle peut dire « ah ben attention, tiens, je me suis rendu compte que mes clients viennent de la Cité des Bains de Mer, sont liés au port de Monaco. Peut-être que je peux faire un partenariat, peut-être que je peux communiquer, faire des choses communes. Avec la donnée, on peut faire, et l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses. Et les boutiques de luxe, elles peuvent baisser leurs coûts, savoir quand leurs clients viennent, les grandes périodes, avoir plus de main-d'œuvre, moins de main-d'œuvre, savoir quel produit marche, quel produit ne pas stocker, savoir quel marketing faire, en ligne, pas en ligne, qu'est-ce qui marche. La boutique de luxe, quelque part, elle peut vraiment augmenter ses ventes et quelque part baisser ses coûts. Elle peut savoir aussi, avec des petits capteurs qui ne coûtent pas très cher, qu'est-ce qui peut casser dans l'électricité, qu'est-ce qui ne va pas casser. Et donc finalement, par rapport à tout ça, il faut se former, il faut être à l'écoute, il faut lire, il faut voir quels sont les instruments, quels sont les outils, parce que ça peut faire une énorme différence Puis il faut pour n'importe quel métier. Mais ça peut faire une énorme différence, et surtout ceux qui ne prendront pas ce virage-là, souffriront. Si on prend la grande distribution, beaucoup d'entreprises comme Toys R Us ont fermé, beaucoup d'entreprises sont en difficulté dans la distribution, et des entreprises qui ont pris ce virage comme Amazon, qui ont été créées comme ça, ont réussi à prendre et quelque part à gagner. Il faut accompagner le mouvement, il faut rester alerte, il faut comprendre ce qui se passe, il faut s'informer. Et il existe des solutions, ou alors, l'autre conseil, effectivement, qui pourrait être pertinent, ce serait
pour ceux qui le peuvent, créer des entreprises dans l'accompagnement du changement. Aujourd'hui, il y a des besoins, je pense, énormes monégasques de gens qui comprennent ces technologies, qui peuvent l'adapter à un métier précis pour former le dirigeant, pour former la fonction ressources humaines, pour former le directeur financier, pour former les stocks. Il y a un marché pour les entrepreneurs qui aideront les entreprises actuelles à s'adapter à ce nouvel environnement où l'exploitation des données va permettre à ceux qui savent s'en servir de gagner en efficacité, en productivité, en rentabilité. C'est intéressant parce que vous parlez de l'importance de la formation. Alors vous êtes devenu professeur, vous donnez des cours à l'ESCP, à Sciences Po Paris. Est-ce que la dimension de l'éthique, on a vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que la dimension éthique, c'est indispensable, c'est crucial? Évidemment. Sinon, ça fait des choses absolument dramatiques. Moi, je suis prof de finance dans ces universités. Et quelque part, avec l'IA, on peut faire des fausses informations. On peut truquer les marchés. On peut faire des fausses vidéos. On peut faire des machines qui apprennent dans la mauvaise direction. Effectivement, un des gros challenges de l'IA, c'est la certification et le fait de valider qu'on est humain. Donc, si on parle de ça, les entreprises qui se créent, notamment une que fait Sam Altman, pour prendre l'iris de l'œil de chaque être humain, parce que l'iris de l'œil est beaucoup plus complexe, par exemple, que n'importe quel autre marqueur humain, ne peut pas être dupliqué par l'IA pour montrer qu'on est humain. Parce qu'un des premiers sujets, c'est comment je prouve que je parle à un humain, comment je prouve que je fais affaire avec un humain. L'iris de l'œil est une solution. Donc, on prend les iris de chaque personne qui peuvent témoigner avec l'iris qui match celui de la machine pour dire qu'on est humain. L'autre sujet, c'est la certification. Comment je m'assure, comment j'ai un notaire numérique qui dit oui, ce document est un vrai. Et ça aussi, il y aura aussi beaucoup de besoins, de jobs, de gens qui vont être capables de certifier la véracité. Donc ces deux choses-là, pour moi, sont les premiers pas d'une éthique numérique et d'une éthique de l'IA. Vous évoquiez les pays du Golfe. Donc, parmi les investisseurs chez Azura, votre structure, il y a des Émiratis, il me semble. Absolument. Comment est-ce que ce monde-là évolue maintenant avec le contexte géopolitique et comment est-ce que Monaco est perçu aussi par les investisseurs compte tenu des tensions dans ces pays-là? Alors, les Émirats, qui effectivement sont aux actionnaires via le fonds Lunate, est une success story des 40 dernières années. Vous alliez à Dubaï, il y a 40 ans, il y avait un hôtel au milieu et du sable. Aujourd'hui, le pétrole, c'est moins d'1%. Ils ont réussi à créer des choses avec une vitesse complètement incroyable. Ils ont réussi à ce qu'en 2027, 73% de leurs actions administratives avec l'État soient faites par l'intelligence artificielle. Donc c'est un certain modèle qui effectivement là est chamboulé par le conflit avec Israël, l'Iran et les États-Unis, mais qui, moi c'est ma conviction, se relèvera parce qu'il y a des fondamentaux hyper solides, il y a une vraie diversification de l'économie, ils ont pris les virages technologiques, les virages de hub financiers, les virages du tourisme, les virages aéroportuaires, donc ils ont une économie diversifiée, le virage immobilier, et je pense que malgré tout ça reste que des marques fortes. Mais est-ce que vous sentez auprès de vos clients que Monaco est une marque forte finalement? Nous, Monaco, c'est à 700 ans. Ici, sur la place du Casino, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques oliviers et quelques agrumes dans les années 1850, on va dire. Est-ce que Monaco est devenu encore plus du solide? Pour les Émiratis et pour le Moyen-Orient en général, Monaco est extrêmement respecté. Une monarchie qui date depuis 700 ans, un système stable, un hub européen unique. Il n'y a pas d'équivalent à Monaco en Europe. Les Émirats sont naturellement attirés par l'Europe, attirés parce qu'on est attiré par le marché et ils voient en Monaco un hub. C'est aussi une des raisons de ce qu'on fait aussi avec Azura, c'est être vraiment un pont entre les Émirats et Monaco pour les investisseurs, pour les capitaux, pour vraiment réfléchir à comment travailler ensemble et à faire que Monaco bénéficie de l'apport des Émirats, mais aussi que les clients monégasques puissent trouver des investissements intéressants des Émirats. On a d'ailleurs récemment ouvert... On n'est pas en concurrence. Objectivement, non, on n'est pas sur le même continent. 95% des résidents à Monaco sont européens. Dubaï... Mais il y a beaucoup de résidents monégasques qui étaient partis pour Dubaï. Oui, mais il y en a assez pour les deux pays. Et en fait, déjà en termes de tourisme, les saisonnalités ne sont pas les mêmes. Personne n'a envie d'être à Dubaï entre mai et septembre. Les gens ont envie d'être à Monaco. À l'inverse, durant l'hiver, le tourisme dans les Émirats est quelque chose d'assez plébiscité.
En termes d'évolution, les gens se diversifient. Il ne faut pas penser en termes de concurrence. Dans la finance, dans l'investissement, qui est mon métier, les gens se diversifient. Oui, investir un peu à Dubaï, c'est intelligent. Oui, investir à Monaco, c'est intelligent. Avoir des biens ici, avoir des investissements ici, oui, c'est pertinent. Oui, faire du tourisme dans les deux, ça se vaut. Donc, il y a des choses quand même très positives entre les deux. Et moi, je réfléchis beaucoup en me disant comment est-ce qu'on arrive à quelque part à fluidifier la relation avec des États qui quand même sont proches, sont des États monarchiques, sont des États stables, sont des États ambitieux, agiles. Et quelque part, comme Singapour, ces petits États, on a quand même beaucoup en commun et beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est vraiment une conviction forte qu'on a avec les Émirats, c'est comment est-ce qu'on peut faire aussi, vu le respect qu'ils ont pour la principauté, plus de projets et faire grandir Monaco avec les Émirats et faire grandir les Émirats avec Monaco. Bon, et l'intelligence artificielle, elle vous dit quoi L'intelligence quand vous lui posez cette question-là? L'intelligence artificielle, elle est pragmatique, surtout que je l'ai bien configurée. C'est ça. Donc elle dit que les pays qui se ressemblent, qui sont sur des business models comparables, Ont intérêt à s'assembler. ont intérêt à s'allier, en tout cas à trouver des zones où ils peuvent travailler ensemble. Bon. Merci Frédéric Ginta. Merci à Anthony Noguès. Frédéric Ginta a la conviction que les petits États et les petites monarchies qui se ressemblent ont intérêt à unir leurs forces face à un monde qui change. L'intelligence artificielle n'est déjà plus un pari sur l'avenir, c'est une nouvelle donne dont l'intelligence humaine doit se saisir et Monaco a un coup à jouer.